Bonjour à tous, on va faire un cours sur la troisième semaine du développement de l'embryon. Donc on a déjà fait les deux premières vidéos sur la première et deuxième semaine. Et ensuite on en fera une autre pour la quatrième semaine. Donc déjà la deuxième semaine, on a vu qu'on pouvait diagnostiquer la grossesse de manière biologique grâce au dosage de l'HCG dans le sang uniquement. Et la nouveauté avec la troisième semaine, c'est que le taux d'HCG augmente. Donc on pourra le diagnostiquer dans l'urine aussi. Donc à la deuxième semaine, c'était uniquement dans le sang. Et à la troisième semaine, ça va être aussi dans l'urine. Donc au jour 15, l'endomètre est toujours en phase de réaction déciduale. Donc en fait, cette réaction va s'étendre tout au long de la troisième semaine. Au niveau des annexes, on a le cytotrophoblast et le syncytiotrophoblast sur tout le pourtour de l'œuf. Donc là, on voit bien que l'œuf est complètement enchâssé dans la muqueuse utérine. Ensuite, on va avoir l'apparition de villosité choriale primaire, donc toujours au jour 15, au niveau du cytotrophoblast. Donc elle va apparaître qu'au niveau du pôle embryonnaire de l'œuf. Par contre, il faut faire attention parce que là, c'est la villosité choriale primaire, mais ensuite, on va avoir la secondaire et la tertiaire. Donc il faut bien distinguer les trois parce que c'est à 3 jours différents dans la troisième semaine. Ensuite, à partir du syncytiotrophoblast, il va y avoir des lacunes qui vont communiquer et vont se remplir de sang maternel. Et grâce à cette communication, va apparaître la première ébauche de la circulation placentaire. Donc on rappelle qu'à la deuxième semaine, on a dit que les lacunes vont permettre notamment de donner la circulation placentaire. Et là, on voit bien que la circulation placentaire commence donc à la troisième semaine. Donc ensuite, comme on a dit, l'œuf est entouré de cytotrophoblastes et de syncytiotrophoblastes. Et à l'intérieur de l'œuf, il y a l'embryon constitué de deux feuillets. Donc on va voir le feuillet superficiel, ça va être l'épiblaste. Le feuillet profond, ça va être l'hypoblaste. Et le feuillet superficiel, qu'on voit juste ici, il va être prolongé par l'amnios avec en dessous la vésicule vitelline primitive. Donc le magma réticulé entre le trophoblaste et l'embryon va donner du mésoblaste extra-embryonnaire avec plusieurs localisations. Donc on va avoir une première localisation le long du cytotrophoblaste qui va former la lame choriale, juste ici. Ensuite une deuxième autour de l'embryon qui va allonger l'amnios et former le somatopleure extra-embryonnaire. Et le long de la vésicule vitelline donc primitive, où on va avoir la formation du splanchnopleur extra-embryonnaire. Et les deux vont délimiter une cavité qu'on va appeler le solium extra-embryonnaire. Là aussi, c'est comme tout à l'heure, il faut faire attention parce que là, c'était par exemple le somatopleur extra-embryonnaire, mais plus tard, on va voir qu'il va y avoir le somatopleur intra-embryonnaire avec le solium intra-embryonnaire. Donc, il faut bien distinguer tout ce qui est intra-embryonnaire et extra-embryonnaire. Bon, après, on ne se confond pas. Donc, une dernière localisation où le mésoblaste va se regrouper pour donner le pédicule embryonnaire, c'est juste ici, ce qui va lui permettre donc de relier l'embryon et le trophoblaste. Donc il va se situer au niveau du pôle postérieur de l'embryon. Donc en fait c'est cette petite partie là. Ensuite, donc toujours au jour 15, on va avoir l'apparition de la ligne primitive qui va permettre les phénomènes de la gastrulation. Donc qui va mettre en place trois feuillets, donc on le voit juste ici, de manière progressive, donc à partir de l'épiblaste. Donc on va avoir l'ectoblaste, donc c'est le feuillet superficiel. On va avoir le mésoblaste intra-embryonnaire, c'est le feuillet intermédiaire, et l'entoblaste, qui correspond au feuillet profond. Donc on a fini pour le 15e jour. Au 17e jour, on va avoir une extension des villosités à tout le pourtour de l'œuf. Bon, il n'y a pas de schéma représenté, mais là, ce petit carré va résumer tout ce qui va se passer au 17e jour. Donc les villosités vont subir une augmentation de longueur et des ramifications, ce qui va permettre d'augmenter la surface d'échange. Donc on va avoir aussi l'apparition dans les villosités choriales primaires d'un axe de mésoblaste extra-embryonnaire. Donc en fait, en gros, les villosités choriales primaires, si on lui ajoute l'axe du mésoblaste extra-embryonnaire, ça va donner les villosités choriales secondaires. Donc celles-ci, elles sont formées de l'extérieur vers l'intérieur, du syncytiotrophoblast, du cytotrophoblast et du mésoblaste extra-embryonnaire. Donc pendant ce temps, la gastrulation va progresser et on a une poursuite de la mise en place de différents feuillets et notamment du mésoblaste intra-embryonnaire et de l'ectoblaste. Donc on va avoir l'apparition du nœud de Hansen qui va être le nœud d'incorporation du matériel cordal. Donc il va correspondre à une dilatation en forme de petite cupule qui apparaît à l'extrémité de la ligne primitive, donc vers ici. Et en fait c'est à partir de ce nœud de Hansen que va se mettre en place le matériel cordal.
Ensuite, juste là, on va avoir la formation de la membrane pharyngène qui va apparaître en avant du disque embryonnaire. Et on va avoir la membrane cloacale qui, elle, va apparaître dans le pôle postérieur. Donc ces deux membranes sont l'accolement du feuillet superficiel, donc juste ici, et profond, au niveau donc, du pôle postérieur et antérieur. Mais il faut faire attention parce que c'est vraiment le feuillet superficiel et profond, et le feuillet intermédiaire, lui, n'intervient pas du tout. Ensuite, au 18e jour, les cellules vont migrer en avant de la membrane pharyngène pour former les aires cardiogènes qui vont permettre donc, en fait, la formation du cœur. Donc avec notamment, on va avoir la formation des lames latérales. Donc elles se forment par clivage du mésoblaste intra-embryonnaire. Donc ces lames sont en nombre de deux. Donc on va avoir le somatopleure intra-embryonnaire et le splanchnopleure intra-embryonnaire. Donc elles vont permettre de délimiter une nouvelle cavité qui va être le solium intra-embryonnaire qui est en continuité avec le solium extra-embryonnaire. Donc tout à l'heure on a vu le solium, le solium extra-embryonnaire. Là on va avoir le solium intra-embryonnaire. Et en fait, on voit juste ici que le solium intra-embryonnaire et extra-embryonnaire vont communiquer. On peut dire aussi que le somatopleure intra-embryonnaire va être en continuité avec le somatopleure extra-embryonnaire. Et en fait, c'est la même chose pour les splanchnopleures. Donc le splanchnopleure intra-embryonnaire va être en continuité avec le splanchnopleure extra-embryonnaire. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut dire que le solium intra-embryonnaire va être en continuité avec le solium extra-embryonnaire. Ensuite, on va avoir la formation des aires cardiogènes qui vont se mettre en place à partir du mésoblaste intra-embryonnaire dans la région céphalique de l'embryon, en avant de la membrane pharyngène, donc on a vu tout à l'heure. Et en fait, ces aires cardiogènes vont se mettre en place dans l'épaisseur de la splanchnopleure intra-embryonnaire. Donc il faut bien faire attention encore une fois entre intra-embryonnaire et extra-embryonnaire. Ça piège beaucoup en QCM sur ça. Donc ensuite au J20. Donc au J20, il va y avoir l'apparition de vaisseaux extra-embryonnaires cette fois-ci, à partir du mésoblaste extra-embryonnaire. Donc là, les aires cardiogènes, elles venaient du mésoblaste intra-embryonnaire et le solium intra-embryonnaire, il venait du mésoblaste intra-embryonnaire. Là, on va avoir tout ce qui vient du mésoblaste extra-embryonnaire. Donc comme on a dit, il va y avoir l'apparition de vaisseaux extra-embryonnaires du coup. Et ceux-ci vont mettre en place, à partir donc, du mésoblaste extra-embryonnaire, plusieurs localisations. Donc elles vont se localiser notamment au niveau des villosités, donc pour former des vaisseaux villositaires, au niveau choriaux qui vont permettre d'acheminer dans le chorion et deviendront des vaisseaux placentaires, aussi dans l'ombilic qui vont permettre donc de créer un lien vasculaire entre le chorion et l'embryon, et les vaisseaux vitellins autour de la vésicule vitelline. Donc là on va les détailler. Donc à l'intérieur des villosités choriales va apparaître un axe vasculaire, et en fait à ce moment-là elles vont devenir des villosités choriales tertiaires qui seront constituées donc du syncytotrophoblast, du cytotrophoblast, du mésoblaste extra-embryonnaire et de vaisseaux villositaires. Donc ensuite les vaisseaux villositaires et les vaisseaux choriaux vont permettre de former les vaisseaux placentaires. Ensuite les vaisseaux placentaires qui vont être formés donc par les vaisseaux villositaires et choriaux vont être en continuité avec les vaisseaux choriaux qui eux-mêmes donc vont rejoindre les vaisseaux ombilicaux. Et c'est comme ça qu'en fait va se mettre en place la circulation entre l'embryon et le placenta. Donc on peut dire qu'au J20, il va y avoir la mise en place de la circulation. Ensuite, concernant l'évolution du canal caudal, donc à J17, on a vu que le canal caudal s'est mis en place à partir des nœuds de Hansen. Et en fait, on verra juste maintenant que à partir de tout cela va se former le canal caudal. Donc à J18, le canal caudal va buter en avant contre la membrane pharyngène. Cela va arrêter la progression céphalique du canal caudal et on va constater la formation du plancher du canal caudal. Ensuite, à J20, il va se produire un effondrement donc, du plancher qui va être mis en place à J18. Et en fait, il va rester seulement le toit du canal caudal qui va former la plaque caudale. Et enfin, à J20, il va avoir le commencement du phénomène d'induction caudale. Ensuite, à J21, donc la plaque caudale va ensuite se plicaturer. Et cette plicature sera à l'origine de la corde, qui sera sous forme d'un cylindre dans la région céphalique et dorsale de l'embryon, toujours dans le plan axial. Et c'est là que va se développer les phénomènes d'induction caudale grâce aux propriétés inductives du matériel caudal. Donc à J20, il va avoir le commencement du phénomène d'induction caudale, et c'est vraiment en fait à J21 que
tout cela va vraiment se mettre en place. Donc l'induction va se faire d'une part sur l'ectoblast, qui va s'épaissir et va devenir le neuroectoblast, ce qui a pour conséquence la formation donc, de la plaque neurale, juste ici, qui se transformera donc plus tard en gouttière neurale à la fin de la 3e semaine, puis en tube neural au cours de la 4e semaine, ça on le verra dans la prochaine vidéo. Et enfin, donc l'adduction va ensuite agir sur le mésoblast intra-embryonnaire, qui va être à l'origine donc des somites. Les somites sont à l'origine des vertèbres et de nos muscles, et des pièces intermédiaires qui, eux, seront à l'origine de l'appareil urogénital. Donc on a fini pour la 3e semaine, on va faire une autre vidéo pour la 4e semaine.